Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, sur le podcast de l'externe, on se retrouve pour faire l'item numéro 150 sur les audits infectieuses de l'adulte et de l'enfant. Bonjour, bonjour. Effectivement, comme l'a si bien dit Emma, pour une fois, nous allons faire l'item des otites infectieuses de l'adulte et de l'enfant. Car c'est un item assez court, parce que j'avoue que je suis un petit peu fatigué. Je sors de ma première garde de mon semestre aux urgences et je n'ai pas dormi ni mangé pendant 24 heures. Voilà, merci, au revoir. Et j'y retourne demain matin, donc je vais faire au plus vite. Allez, nous sommes partis pour les définitions de l'otalgie et des différents types d'otites. Donc, l'otalgie, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une douleur réflexe ou projetée de conséquence d'une affection cervico-faciale, temporomandibulaire, buccale ou pharyngo-laryngée, notamment néoplasique, qui est ressentie au niveau de l'oreille par le patient. Voilà. L'otodynie, qu'est-ce que c'est? C'est une douleur qui est liée à une affection de l'oreille externe ou moyenne. Donc, on différencie otalgie, qui est une douleur réflexe ou projetée, de l'otodynie, qui est une douleur qui est liée elle-même à une affection de l'oreille externe ou moyenne. Il y a différents types d'otites. Il y en a, euh, il y en a en gros 5 là, 5-6. L'otite externe, tout simplement, c'est l'inflammation du conduit auditif externe. Ça, c'est simple. Il y a d'autres étiologies d'otalgie externe. Donc là, ça peut être un zona, un bouchon de cire humaine, un corps étranger ou des tumeurs. Ensuite, il y a l'otite moyenne aiguë. Ça, c'est l'inflammation de la caisse du tympan. Ensuite, on a l'otite flicténulaire, donc où il y a flictène dans le nom, qui veut dire bulle, et donc c'est la présence simplement d'une flictène sur la membrane tympanique. Ensuite, l'otite chronique. C'est un processus inflammatoire de l'oreille moyenne qui évolue depuis plus de 3 mois. Et enfin, les otalgies réflexes. Donc là, elles englobent toutes les otalgies qui se font par irritation du nerf trijumeau, facial, glossopharyngien, pneumogastrique, donc le nerf vague, et le sympathique cervical. Voilà, voilà, donc tous les petits nerfs crâniens qui passent pas loin. Alors, les principaux éléments de l'épidémiologie de l'otite moyenne aiguë, l'OMA, je vais l'appeler. Souvent, elle se fait par contamination à partir du rhinopharynx. C'est l'infection la plus fréquente chez l'enfant, surtout entre 6 et 24 mois. Voilà, donc jusqu'à 2 ans environ. 90% des otites moyennes aiguës congestives sont d'origine virale, voilà, et 10% des OMA sont bactériennes. La plupart des bactéries, c'est le pneumocoque à 40. Sinon, on a Haemophilus influenzae, à peu près égal aussi à 30 ou 40. Et après, sinon, on peut avoir, Streptococcus aureus et epidermidis, streptocoque du groupe A, Moraxella, Catarrhalis et des anaérobies. Il y a une résistance, des Haemophilus influenzae, notamment avec 17 qui vont sécréter une bêta-lactamase. Voilà. Pour les pneumocoques, il y a que 4 de résistance à la pénicilline et 42 de résistance intermédiaire par contre. C'est ce qui s'appelle le PSDP, le pneumocoque de sensibilité diminuée à la pénicilline. Voilà. Donc voilà, si on a une association avec une conjonctivite purulente, c'est un élément d'orientation vers Haemophilus influenzae. Donc là, le patient et notamment le petit aura une fièvre supérieure à 38,5 et des douleurs importantes et ça peut non pardon, l'association avec la conjonctivite purulente, c'est un élément qui oriente vers Haemophilus influenzae. Voilà. Voilà, otite moyenne aiguë, conjonctivite purulente. Si par contre, il y a une douleur importante au niveau de l'oreille et une fièvre supérieure à 38,5, là, on s'oriente plutôt vers le pneumocoque. Et alors ensuite, quels sont les facteurs de risque de PSDP, donc de pneumocoque de sensibilité diminuée à la pénicilline? C'est l'âge inférieur à 18 mois, la vie en collectivité, donc la crèche,
Une OMA récente avec des administrations récentes d'antibiotiques, notamment de pénicilline A, qui est survenue dans les 3 derniers mois. Voilà, voilà. Ensuite, les éléments de physiopathologie de l'OMA. Donc l'infection se fait via la trompe d'Eustache à partir du rhinopharynx, comme on l'a dit. C'est une maladie d'adaptation, donc le bébé ou l'enfant va avoir un apprentissage immunitaire après la perte de l'immunité maternelle. C'est pourquoi ça survient surtout dans les premiers mois de vie. Heu, les infections rhinopharyngées prolongées avec une hypertrophie des végétations adénoïdes traduit en fait la pullulation microbienne avec la stase des sécrétions dans le rhinopharynx. Il y a plusieurs facteurs qui ont favorisé les OMA chez le jeune enfant. C'est l'inflammation rhinopharyngée, la pollution, le tabagisme passif, la vie en collectivité, l'absence d'allaitement maternel aussi, ça va être un facteur qui va favoriser les OMA, des antécédents familiaux d'otite moyenne aiguë, la précarité des conditions de vie et d'hygiène, la saison également, notamment l'automne ou l'hiver, et également la précocité du premier épisode d'OMA. D'autres facteurs favorisants donc en dehors du terrain, ça va être les enfants qui ont une trompe de stage plus courte, plus horizontale, plus perméable également que l'adulte, avec une maturité vers 6-7 ans. Voilà. Après, les différents risques d'anomalies, justement, des trompes de stage, ça va être, les fentes palatines, la trisomie 21 et les malformations crânio-faciales. Et enfin, les derniers facteurs favorisant des OMA chez le jeune enfant, ça va être ceux qui ont une otite chronique et des otites séromuqueuses. Alors, pour diagnostiquer l'OMA, donc ça se fait déjà par, la démarche diagnostique avec l'examen clinique et l'autoscopie. Donc, quel élément peut être en faveur de cette OMA? Ça va être des otalgies qui évoluent par paroxysme, avec de la fièvre, plus ou moins une otorée, voilà, et c'est parfois peu symptomatique. L'aspect du tympan, du coup, au stade il y a différents stades. Il y a le stade congestif, pardon, et le stade suppuré. Au stade congestif, le tympan va être rosé, voire rouge vif. On aura une conservation des reliefs du marteau. Voilà, il y aura pas d'épanchement rétro-tympanique. Ce sera uniquement l'atteinte de la membrane tympanique. Et au stade suppuré, donc là, il y a 2 types, soit le tympan est fermé, soit le tympan est ouvert. Si le tympan est fermé dans le stade suppuré, on aura un tympan qui sera rouge violacé, bombant, avec une disparition des reliefs du marteau du coup, ou il pourra même apparaître jaunâtre, ce qui traduit la collection de pus rétro-tympaniques. Et si le tympan est ouvert, donc là on parle d'otite perforée, on aura une perforation punctiforme avec une otorée purulente qui sera battante. Voilà, et bien sûr, il faut vérifier le tympan contralatéral, avec un petit tips du coup, c'est de changer l'embout de l'otoscope pour pas, contaminer l'autre oreille si elle est saine. Voilà, les formes cliniques du coup, chez le nourrisson, généralement ce sera bilatéral, avec une altération de l'état général. On peut parfois avoir une hyperthermie, voilà, parfois, le petit bébé n'aura pas de fièvre. Il pourra avoir une perte pondérale dans les jours qui précèdent, une hypotrepsie et une gastroentérite. Alors l'hypotrepsie, je ne sais pas ce que c'est, hypotrepsie, je vais le dire de suite. Alors ça va être, tac, tac, tac. Bon, ça met du temps à charger, mais je vais le dire de suite comme ça sera calé. Bon, j'attends que ça charge, je viendrai voir plus tard. Chez les adultes, donc là, les OMA sont plus rares. Elles sont parfois torpides et asthéniques chez le vieillard ou chez le patient diabétique. Voilà. Pour les otites flicténulaires, donc là, ça va être très douloureux, avec des otorhagies souvent et des flictènes hémorragiques du tympan. Il pourra également y avoir un épanchement rétro-tympanique. Et enfin, pour les otites barotraumatiques, donc là, on aura un épanchement séreux
ou séro-hémorragique. Ça survient chez dans les accidents de plongée avec, souvent une dysperméabilité tubaire. Voilà, ça fait des otalgies importantes avec une sensation d'oreille bouchée et ça peut avoir l'allure d'une otite congestive. Voilà. On n'a toujours pas l'hypotrepsie. Bon, voilà, je reviendrai faire un petit mot derrière. Donc l'indication des examens d'imagerie maintenant devant l'otite infectieuse. Quand il n'y a pas de complications, voilà, quand on suspecte pas de complications, on ne fait pas d'imagerie. Si par contre on suspecte des complications, genre mastoïdite, paralysie faciale ou complications intracrâniennes avec des vertiges et cetera, là on va faire un scanner en première intention. On peut également faire, une IRM cérébrale si on suspecte des complications intracrâniennes. Chez l'enfant, la réalisation d'un scanner injecté est nécessaire en cas de suspicion de mastoïdite, de thrombophlébite secondaire à une otite moyenne aiguë ou à une mastoïdite, de méningite, d'ampième ou d'abcès cérébral. Et l'IRM, par contre, elle est indiquée uniquement en cas de déficit neurologique focal. Alors, j'ai trouvé la petite définition de l'hypotrepsie. Donc c'est un état d'affaiblissement dû à la dénutrition chez le nourrisson, dont le dernier stade, l'atrepsie, aboutit à la mort. Voilà. Bon, c'est pas très drôle, mais c'est un mot qui peut être utile à connaître du coup. Allez, donc la stratégie de prise en charge initiale de l'OMA. Donc on va voir pour l'antibiothérapie, le traitement associé, et cetera. Dans l'otite moyenne aiguë, donc il n'y a pas d'indication d'un traitement antibiotique si on est face à une OMA qui est congestive ou une otite séromuqueuse. Par contre, on va, recommander un traitement antibiotique si, c'est une OMA chez un enfant qui a moins de 2 ans ou si l'enfant a plus de 2 ans et qu'il a, une fièvre élevée d'emblée avec une otalgie intense ou une difficulté de compréhension des consignes. Ça peut également être recommandé, enfin, c'est recommandé chez l'enfant de plus de 2 ans après une réévaluation, après 48 à 72 heures en cas de symptômes persistants, malgré le traitement symptomatique bien conduit et c'est recommandé également chez l'OMA de l'adulte. Voilà, tout le temps le traitement antibiotique. Donc le traitement de première intention chez l'enfant, ça va être l'Amox, chez l'adulte aussi d'ailleurs. Donc pour l'enfant, c'est, 80 à 90 milligrammes par kilo par jour, pendant 8 à 10 jours chez l'enfant de moins de 2 ans et uniquement pendant 5 jours, pour l'enfant de plus de 2 ans. Chez l'adulte, ça va être de l'Amox 2 à 3 grammes par jour, voilà et la dose journalière totale est répartie en 2 ou 3 prises et là, on n'a pas de durée, préconisée, mais on va rester sur 5 jours comme pour l'enfant de plus de 2 ans. Si on a une allergie chez l'enfant, donc une allergie aux pénicillines, sans allergie aux céphalosporines, on va mettre du cefpodoxime. Voilà. Si on a une contre-indication, totale aux bêta-lactamines, on va mettre soit du cotrimoxazole, soit de l'érythromycine sulfafurazole. Et pour chez l'adulte, s'il est allergique aux pénicillines sans allergie aux céphalosporines, on peut mettre du cefpodoxime comme chez l'enfant ou du cefuroxime acétyl ou du cefotiam. Si par contre on a une contre-indication au bêta-lactamine, là on mettra, aussi on peut mettre cotrimoxazole, sinon on mettra pristinamycine ou lévofloxacine. Voilà, voilà. Il y a quelques cas particuliers. Donc chez le nouveau-né, il y a des germes résistants aux antibiotiques habituels, notamment, pour le Staphylococcus aureus, le Pseudomonas aeruginosa, le Streptopiogenes, voilà. Du coup, on peut faire un bilan large pour toute fièvre néonatale, une antibiothérapie à large spectre et une parasynthèse systématique. Voilà. Donc on va ouvrir le tympan pour, se faire évacuer le pus. Chez l'enfant avec conjonctivite, donc là, c'est probablement Haemophilus influenzae qui est en cause, donc on va prescrire de l'amoxicilline plus de l'acide clavulanique, donc de l'Augmentin. Si, il y a un échec, on peut associer,
Heu, on peut associer l'amoxicilline avec l'acide clavulanique pour être efficace sur l'Haemophilus influenzae, producteur de bêta-lactamase. On va l'associer, non, voilà, c'est ça. Hem, Ensuite de l'amoxicilline à 150 milligrammes par kilo par jour, donc augmenter les doses puisqu'on est à 80-90. Là, ça peut être efficace sur le pneumocoque qui a une sensibilité diminuée à la pénicilline. Donc on va juste augmenter la dose, pas tout à fait la doubler, mais voilà, passer de 80-90 à 150 milligrammes par kilo par jour. Lors de la parasynthèse, eh bien, il y a un risque de souillure avec le prélèvement de l'autoré dans le conduit, donc il faut faire attention à ça. On peut faire une étude bactériologique lors d'une évolution anormale ou compliquée, une otite traînante, un terrain particulier, donc le nourrisson de moins de 3 mois avec un déficit immunitaire et cetera et lors d'altération de l'état général. Voilà, donc l'hypotrepsie, maintenant qu'on connaît le mot. Voilà, les cas particuliers ensuite ça va être, l'OMA collectée hyperalgique ou l'OMA collectée fébrile qui est résistante aux antipyrétiques. Voilà, voilà. Alors, on va voir un petit peu les complications, les principales complications de l'OMA. Donc il va y en avoir 6. La mastoïdite premièrement, donc là, elle est c'est issu au pus qui va passer à travers la corticale de l'os mastoïdien. Donc là, ce qu'on va observer, c'est un décollement du pavillon. Voilà, ça fait un peu l'oreille décollée, une tuméfaction inflammatoire rétro-auriculaire. À l'autoscopie, on va voir une OMA collectée avec une chute de la paroi postérieure du conduit auditif externe. La deuxième complication, ça peut être la paralysie faciale. Donc là, elle peut être soit partielle, soit complète et elle est favorisée, en fait, par l'absence de coque osseuse sur le trajet du nerf facial. Donc, il va pouvoir être comprimé et faire cette paralysie. Ensuite, ça peut donner comme complication une méningite. Donc là, ça va se faire par contamination hématogène, soit par voie osseuse, soit par voie labyrinthique. Si, il y a une infection par le pneumocoque, il y a un risque de fibrose labyrinthique. Voilà, donc faire attention à ça. Ensuite, une des complications, eh bien, ça peut être la perforation tympanique, après une OMA perforée du coup, qui peut ou non se refermer spontanément. L'otite séromuqueuse, donc c'est une autre complication qui survient dans 10 à 20 des otites moyennes aiguës et elle peut persister 4 à 6 semaines après l'OMA. Voilà et ensuite, il y a des complications plus rares, mais aussi plus graves. Ça va être la labyrinthite, la thrombophlébite du sinus latéral, un abcès cérébral et une ostéite de l'os temporal. Voilà pour l'otite moyenne aiguë, on a fait tout le petit tour. Maintenant, on va voir un petit peu, rapidement l'otite externe et séromuqueuse, avec les modalités du diagnostic. Donc pour l'otite externe, c'est une maladie de l'été, généralement, qui est liée aux baignades ou sinon au traumatisme du conduit, notamment les cotons-tiges, voilà, les retraits de bouchons de cérumen et cetera. Ça peut être soit bactérien, l'otite externe, soit mycosique. Donc ça va faire une douleur intense lancinante à la pression du tragus ou à la mobilisation du pavillon. Il n'y aura pas de fièvre et il peut y avoir des douleurs à la mastication. Voilà, l'introduction de l'otoscope va être douloureuse. Le conduit auditif externe va être œdémacié, inflammatoire, avec des sécrétions blanchâtres. Et le tympan, par contre, s'il peut être vu, il sera normal. Voilà. Au niveau des germes, c'est souvent Staphylococcus aureus ou Pseudomonas aeruginosa. Il y a 10% des otites externes qui sont liés à une mycose avec Aspergillus. Et donc là, on aura des filaments et des taches noires. Les complications de l'otite externe, ça peut être la chondrite ou la périchondrite. Voilà, du pavillon de l'oreille notamment. Pour les otites séromuqueuses, donc qu'est-ce que c'est déjà? C'est une inflammation chronique de l'oreille moyenne avec un tympan fermé. On aura un épanchement rétrotympanique qui sera plus ou moins épais. Ça, c'est très fréquent et l'âge moyen de survenue est de 5 ans. Voilà, c'est bilatéral dans 85% des cas. Il y a des facteurs favorisants.
notamment, l'hypertrophie adénoïdienne, voilà, une tumeur du rhinopharynx, de la fosse infratemporale ou de l'apex pétreux. Voilà, le plus souvent, ce sera unilatéral dans ce cas et on va faire une exploration fibroscopique et un scanner ou une IRM et on peut même biopsier, si besoin. Voilà, la division vélaire également, c'est un facteur favorisant, donc là, c'est le voile du palais qui est mal formé. La trisomie 21, les déficits immunitaires et la maladie ciliaire, du coup, ça peut être, un facteur favorisant, d'otite séromuqueuse et donc là, il y aura des signes d'appel de ces problèmes-là. Donc, il y aura une hypoacousie qui va entraîner un retard de langage chez le nourrisson et le jeune enfant, des difficultés scolaires chez l'enfant plus vieux et une sensation d'oreille pleine. Donc voilà, chez tous les enfants qui vont, nous parler de ces problèmes-là ou qui vont rencontrer des difficultés scolaires, il faudra penser à l'otite séromuqueuse. À l'autoscopie, qu'est-ce qu'on voit? On voit un tympan mat, ambré ou jaunâtre, qui sera souvent rétracté ou à l'inverse bombant. Il peut y avoir également un niveau liquidien derrière. Voilà, on va évaluer le retentissement, du coup par un tympanogramme qui sera plat, une audiométrie tonale où on va retrouver souvent une surdité de transmission de 30 à 40 décibels avec une courbe osseuse normale. On peut également faire un bilan orthophonique si on a un doute sur le retentissement. L'évolution de l'otite séromuqueuse, ça sera une guérison spontanée le plus souvent. Parfois, il y aura des poussées d'OMA, parfois des séquelles tympano-ossiculaires, donc une atélactasie tympanique par exemple, une lyse, ossiculaire avec une surdité résiduelle du coup de transmission. Il y a également une évolution possible vers le cholestéatome. Voilà et dernière petite partie du coup sur la stratégie initiale de la prise en charge de l'otite externe et de l'otite séromuqueuse. Donc pour l'externe, on va faire un traitement, local avec des gouttes antibiotiques, éventuellement un méchage, voilà. Il faut faire attention aux gouttes, qui seront ototoxiques sur le tympan ouvert. Donc on met les gouttes, voilà qui peuvent être, agressives pour l'oreille, uniquement si on voit le tympan et qu'il est fermé. Et il y a un risque particulier chez le diabétique, donc c'est l'otite externe qui est dite maligne et donc ça va être une otite nécrosante qui est liée le plus souvent à Pseudomonas aeruginosa, qui peut se compliquer d'une ostéite de la base du crâne et donc là, dans ce cas-là, dans ce cas particulier, il y a la nécessité d'un traitement antibiotique prolongé. Voilà, c'est le seul cas où on fait heu, le traitement antibiotique Péros, sinon c'est un traitement local. Et pour l'otite séromuqueuse, le traitement, ça sera, l'adénoïdectomie, s'il y a une hypertrophie et une pose d'aérateur transtympanique. Voilà, ce qu'on appelle des fois les diabolos. Voilà, voilà, nous avons terminé pour cet item sur les otites infectieuses de l'adulte et de l'enfant. Et on se retrouve la semaine prochaine, lundi matin, pour le prochain épisode. Ciao, ciao.